J'ai publié cet article parce que, à la suite d'une correspondance que j'ai eue dans mon mail avec un autre camarade membre du mouvement panafricaniste. Il faut dire que moi je suis dans un mouvement panafricaniste qui se bouge depuis plus de 3 ans maintenant, depuis 2015, sur une initiative pour qu'en une génération on arrive à la Fédération des États d'Afrique. Quelqu'un m'a envoyé un message pour me demander de signer une pétition à la suite, au lendemain je crois, le 4 à peu près, du documentaire de BBC. Et quand j'ai lu cette pétition, 2 choses m'ont frappé, c'est demander à signer la pétition pour clarifier, mais surtout pour s'opposer à la spoliation de nos ressources. Alors j'ai répondu pour dire, quand j'ai vu l'élément de BBC, je ne comprends pas que tout de suite après, vous appelez à une mobilisation dans le sens indiqué par BBC. Cela m'a alerté, je me dis, mais c'est pas possible que nous, Africains, nous puissions réagir comme ça devant une accusation d'un organe étranger. Et ça m'a paru bizarre et l'élément lui-même me posait problème. L'élément me posait problème sur 2 aspects. D'abord, c'est un documentaire à charge. Et la parole est donnée à des opposants radicaux. C'est léger. Vous-même, professionnel, vous devez savoir que c'est léger. Quand on fait... surtout moi, c'est ce qui m'a beaucoup heurté, que, sauf Madiambal et un autre, qui ont montré comment le documentaire lui-même est un documentaire fallacieux et tendancieux. D'abord, comment ils ont fait avec BP? Ils ont tout fait, sachant que même un protocole devait précéder une rencontre avec BP, les gens de BP, pour prendre leur interview. Ils ont quand même fait un montage pour montrer physiquement qu'ils ont été devant BP, devant les gens de BP. Premier élément, ils ne l'ont pas fait ailleurs. Deuxième élément, aucun élément, je ne parle même pas à lui seul l'accusé, ni des gens qui sont dans la majorité présidentielle, donc au pouvoir, mais même un élément de la société civile, un expert du pétrole. Moi, c'est ça que je recuse. Qu'il y ait des experts à l'étranger, je veux bien, mais nous, nationaux, il n'y a pas d'experts. Et c'est ça tout le danger et l'alerte que j'ai faite. C'est-à-dire que nous, on obéit aux experts étrangers, aux journalistes étrangers, aux organes étrangers, pour nous mobiliser et mobiliser l'opinion autour d'une accusation qui n'est pas seulement dirigée. Moi, ce n'est pas la personne d'Aliou Sall qui dirige contre Aliou Sall, mais contre le Sénégal. C'est-à-dire que vous, population sénégalaise, vous êtes dans la misère, vous êtes des millions, mais on vous a volé des milliers de milliards de votre pétrole. Donc, soulevez-vous. Et ils ont montré des images de manifestations qui n'ont rien à voir avec l'élément sur lequel ils sont. Deuxième tentative de manipulation. Je ne parle pas des autres aspects techniques dont les professionnels ont ressorti, Madiambal et un autre ont ressorti les violations et les aspects négatifs. C'est ça la première chose. Je dis donc, alerte. Faites attention, vérifiez de vous-même, regardez vous-même, enquêtez avant d'agir. Deuxième chose, je montre que l'expérience de nos pays africains, c'est que partout où il y a pétrole, il y a un danger. Il y a la subversion, il y a la dissension, il y a des guerres ethniques, des guerres tribales, confessionnelles de toutes sortes, des guerres civiles. L'exemple du Biafra, plus de 2 millions de morts. L'exemple du Soudan Sud, l'exemple de la Libye. Et à chaque fois, les étrangers développent, comme ils l'ont fait pour nous coloniser, nous allons vers des sauvages pour les civiliser. Ici, c'est des Africains, on dit, vous avez une dictature à la tête de vos pays, nous voulons vous libérer. Vous avez un dictateur, vous avez un corrupteur, un corrompu qui vous vole vos ressources. C'est toujours le même langage. Et dit, attention, notre histoire en tant qu'Africains, en tant que continent africain, doit nous enseigner la prudence et la vigilance face à ces médias occidentaux. Il ne faut pas faire de l'amalgame. On ne peut pas, parce qu'on est devant une situation qui pose problème, qu'on évoque d'autres situations qui posent problème, c'est de l'amalgame et de la confusion. Nous devons être contre toute attitude et toute pratique qui n'est pas conforme
avec la déontologie du journaliste, avec l'éthique, et même l'éthique républicaine, le civisme. Et l'éthique républicaine, c'est justement ce panafricanisme que j'évoque. Ce n'est pas parce que d'autres font mal que nous allons faire de même. Il faut arrêter. C'est des justifications qui ne tiennent pas à l'excellence, qui ne tiennent pas à la qualité, qui ne tiennent pas véritablement à rétablir les normes. Les normes, c'est quoi? Tout journaliste doit pouvoir requérir de l'autorité, quelle qu'elle soit, des éléments de réponse à des questions, parce qu'il ne gère pas leur bien propre, mais le bien public. Un. Deuxièmement, tout journaliste sénégalais, africain, doit également prendre ses dispositions propres par rapport à ses capacités, son professionnel, ses compétences, pour requérir de tout, même d'un étranger, des éléments de réponse à des préoccupations qui l'intéressent. Tout à fait OK. Mais on ne peut pas justifier une attitude tout à fait erronée, inadmissible, par une autre attitude tout à fait erronée et inadmissible. Ce n'est pas parce que c'est difficile de requérir des autorités des réponses qu'il faut admettre que des professionnels étrangers, un organe comme le BBC, fait une telle attaque contre notre pays et que les gens acceptent sans rechigner, sans voir ce qui est conforme ou non avec leur profession. Pourquoi je dis attaque? Je vous ai dit tout à l'heure, si vous regardez un peu les éléments de forme, même certains journalistes disent, des gens qui sont dans la profession, qu'on ne peut pas faire un documentaire en attaquant par un commentaire. Le commentaire oriente déjà et tous les éléments qui sont posés vont dans le sens de la charge. Et je vous ai dit, la parole a été donnée exclusivement à des gens qui sont dans la position de charge. Aucun moment, la parole, l'image n'a été pour essayer de déconstruire ou apporter l'équilibre dans l'information ou un élément de questionnement critique de l'information. Troisième élément, je vous ai dit, la parole qui est donnée ici, c'est quoi? Vous êtes des millions de pauvres, vous êtes dans la misère, on vous vole des milliards de votre sous-sol. Je dis, interrogeons maintenant la réalité. Dans mon article, après, mon article, c'était ça, l'alerte. Par rapport à l'expérience, au vécu, à la géopolitique, la Libye c'est récent, on a assassiné Kadhafi, un panafricaniste engagé. On a assassiné d'autres. Moi, je me rappelle toujours la question Ibo. Je me rappelle toujours Kent Sarawiwa, un poète qui a été tué. Et tout ça au nom du pétrole. Et toujours on arme des tirailleurs, comme on l'avait fait pour la Seconde Guerre mondiale, comme pour la colonisation, des tirailleurs sénégalais ou autres, en tout cas africains, pour tirer sur son propre peuple. J'ai dit, attention. Maintenant, quand j'ai écrit l'article, votre éditorialiste a réagi. A réagi pour attaquer sur « je défends Aliou Sall ». Ce n'était pas mon propos. Je suis sur un panafricanisme senghorien ou autre. Je dis, ce n'était pas ma préoccupation. Lui-même, il revient pour dire, vous avez raison de dire qu'on ne doit pas être des tirailleurs de BBC. Mais nous ne devons pas être des tirailleurs d'autres. Je lui dis, voilà le propos. Le propos, vous l'avez campé, après avoir discouru sur la question et à la fois du panafricanisme et à la fois de l'évocation de certaines questions qui n'étaient pas hors propos. Mais, OK, allons-y maintenant dans la discussion sur la question du pétrole. Regardons si, là on vient à un autre niveau, après l'alerte, après la nécessité d'avoir une tête critique, faisons une enquête. Regardons, étudions, voyons. Moi je vous le dis humblement, je ne suis pas un spécialiste pour le pétrole. Je ne peux pas parler avec autorité, assurance sur la question, parce qu'il y a des subtilités peut-être que je ne maîtrise pas, sur lesquelles je n'aurai pas de réponse. Mais à tout le moins, aller vers les spécialistes et discuter. Et j'ai posé, outre la question vague qu'il a posée, j'ai essayé de décliner pour qu'on puisse avoir des questions précises qui nous éclairent, pour continuer le débat sur le terrain de l'éclairage, parce que moi je ne comprends le débat de manière intellectuelle, c'est là-bas de l'éclairage des questions qui sont posées. Voilà où est-ce qu'on en était. Aujourd'hui, la justice est saisie pour clarifier un certain nombre de questions. On a parlé de rapport de l'IGE, qui en principe ne doit être connu que du président de la République. On dit que c'est le bon rapport, peu importe. La justice devra clarifier ça. On dit également qu'il y a 10 milliards de dollars qui ont été spoliés. On dit que les contrats ont été mal faits. On dit que Franck Timis ne devait pas avoir, etc. On peut regarder tout ça à la fois. Moi, pour ce qui me concerne, je me suis informé. Sur la question, vous l'avez dit, posée, la gouvernance, la question du pétrole et du gaz.
aucun opposant, et moi c'est ça qui m'étonne un peu dans ce pays, n'a posé devant l'opinion les actes de gouvernance posés dans ce domaine par le président de la République lui-même. 1. Le fait de s'inscrire volontairement à l'ITIE, volontairement, alors que d'autres pays, même développés, producteurs de pétrole et de gaz, refusent de le faire. Les contrats sont libérés, connus de toute la planète. Ce qui entre, ce qui sort, ce qui est donné même comme impôt, comme taxe, mieux, les propriétaires nommément identifiés des sociétés en question. Dans tous les domaines, ce n'est pas seulement le pétrole. Deuxième élément, en 2018 déjà, cette ITIE a donné Cutis au Sénégal comme premier pays africain dans la transparence, gestion transparente de ces affaires-là. Ce n'est pas moi qui le dis. L'ITIE est à Londres. Ceux qui sont à Londres et qui font BBC, qui ont fait ce reportage, peuvent aller à côté pour voir quels sont, de manière, avec toute la traçabilité, les éléments qui permettent de répondre à certaines questions. Deuxième acte posé par le président. Dans la Constitution, signifier que tout ce qui sort des ressources de notre sol est propriété du peuple. Et aujourd'hui, ceux qui même se lèvent pour dire nous voulons défendre ça, ont une base légale constitutionnelle. Et ça, c'est Macky Sall. Ça n'existait pas dans la Constitution. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est retenu dans, et c'est constitutionnel, que le droit, la propriété de tout ce qui sort du sous-sol est propriété du peuple sénégalais. Fondement juridique, plus que juridique, fondement constitutionnel au droit qui permet même de revendiquer en tant que citoyen. Troisième élément, la répartition même des produits de ce pétrole-là, des fruits de ce pétrole et du gaz, a fait l'objet d'une concertation publique. Il n'y avait qu'un opposant, à ma connaissance, c'était Mme Ablaye Gueye, maître Ablaye Gueye, Mme Adama Gueye, le seul. Et les gens ont discuté. Élément de décision d'ouvrir le COS-Pétrogaz à la société civile. Dernièrement, le 28, le président est allé plus loin, le 28 mai dernier, maintenant, décision d'ouvrir le COS-Pétrogaz à l'opposition. Élément de transparence, élément d'inclusion dans la gouvernance. Et je crois que ce sont des éléments extrêmement importants qui doivent nous permettre de comprendre qu'il y a des actes posés. Sont-ils des actes de spoliation ou de conciliation de spoliation de nos ressources ou non? Est-ce que ce sont des éléments d'opacité dans la gestion ou non? Qu'on remplace le code antérieur de 1998, qui était un code, on peut le dire entre guillemets, permissif. Parce que son objet, c'était d'attirer des investisseurs pour la prospection. De changer ça, parce que maintenant qu'on a découvert, de promouvoir un nouveau code qui est plus exigeant pour la défense, en plus des intérêts du Sénégal. Justement, c'est là où le débat est intéressant. C'est-à-dire que, allons vers les contrats et regardons-les. Allons vers les experts et écoutons-les. Ils nous disent ceci. Ce type de contrat est un contrat vraiment presque universel pour ce genre de pays qui n'ont pas de pétrole, qui font la recherche. Contrat de recherche, production, partage. Et je crois que le bon sens ne suffit pas. Il faut toujours aller vers le droit, les experts du droit. Mais le bon sens permet de comprendre que quelqu'un qui vient faire des recherches à perte, c'est-à-dire que s'il ne trouve rien, il n'a rien, il dépense des centaines de milliards. On peut comprendre qu'on l'exonère de toute taxe, de tout impôt. Mais quand il trouve, les données changent. Sénégal ne donne un sou dans toute cette période de recherche, d'exploration, à la fois sismique, géologique et de forage. Il ne peut avoir de prétention que lorsqu'on a trouvé. Et ça se comprend. Et quand le pétrole sort maintenant, selon le nombre de barils, on commence maintenant. Il y a une part qui va vers le remboursement. Maintenant, la part, ce qu'on appelle le profit maintenant, le profit. Ce n'est plus les dettes, celui qui a dépensé déjà. Mais le profit maintenant est partagé entre les deux. Et la plus grande part revient au Sénégal. En plus de cela, il y a les impôts et les taxes qui sont rétablis. En plus de cela, il y a la part de Petrosen qui a été actée bien avant.
Voilà ce qu'il faut comprendre dans cette affaire. Et c'est important, justement, d'expliquer. Maintenant, les experts nous disent, je dis toujours ça parce que je ne peux pas parler d'autorité, mais celui qui vient faire de la recherche, et en 2014, au niveau mondial, on a vu 87% de ces recherches sont des échecs. 13% seulement ont été notés comme du succès. Cela qui dépend des centaines de milliards, je veux dire de dollars, quelquefois, des centaines de milliards de dollars, qui doivent soit trouver, soit plier bagages et rentrer chez eux, on leur accorde cette possibilité, cette facilité. Voilà la suspicion la plus malveillante qu'il puisse exister. Dans ce domaine, on ne pense pas seulement. Dans ce domaine, on ne sent pas seulement. Dans ce domaine, il y a des archives. Tu sais, l'exploitation ou la recherche, c'est depuis 1952, avant les indépendances. Il y a des éléments de traces, partout. Mais même les traces là ne justifient pas une réalité. Même la réalité, tu trouves du pétrole, ça peut être du pétrole non commercialisable. Ça, tu ne peux pas le savoir à partir des papiers et de la théorie. C'est le forage, c'est l'exploration géologique, sismique. Le forage, et ça n'a été fait qu'en 2015 qu'on a trouvé. Mais le président, il était Premier ministre. Pourquoi, quand il était Premier ministre, vous le dites, quand il était directeur même de Petrosen, pourquoi il n'a pas donné des blocs à son frère ou à un autre membre de sa famille? Parce que, logique pour logique. C'est ça, c'est vraiment très triste de dire des choses pareilles. Dans ce domaine, aucun exploitant pétrolier n'acceptera, parce que tu es un expert, que tu sens le pétrole, etc., que tu peux sentir. Ça, vraiment, c'est du domaine, comme on dit, du lousse, ou bien de ce qui est cher aux Sénégalais. On va faire les courris pour effectuer. Ça n'a pas de sens. Là, c'est du concret et du scientifique. Et encore une fois, le coût, c'est des milliards. Il faut comprendre ça. Donc, il faut, même si le président a une connaissance, il ne peut pas certifier et sur base donner mieux. Mais Aliou Sall dont vous parlez, selon les recherches, il a été déjà, lui, avec Timis, avant que Macky Sall ne devienne président. Les blocs dont on parle ont été signés avant même le contrat, je dis bien, je ne parle même pas du décret qui valide, qui peut dénoncer, comme on peut ne pas dénoncer. Mais les contrats ont été signés entre Timis et Abdoulaye Wade, sous Abdoulaye Wade. Là, vous donnez la parole à ceux qui sont à l'origine. Le ministre de l'énergie de l'époque, il a parlé. Samuel Sarr, il a parlé. Il a dit comment ça s'est passé. Comment ils sont allés prendre Timis. Comment ils avaient besoin de quelqu'un qui avait les moyens et qui avait également les capacités. On parle de Timis n'avait pas les moyens. Mais tous ceux qui ont parlé, Samuel Sarr notamment, a montré que Timis, c'est un gros calibre en termes de finances. 1. Donc il n'y avait pas de problème. 2. En 2010 déjà, il était attribué de permis Rufisque Offshore sous le label African Petroleum. Et si les gens ne le disent pas. Mais d'accord. Et je pense que à la fois la question technique ne se posait pas et la question financière ne se posait pas. Donc, et d'ailleurs, c'est ça la porte qui nous a amenés à découvrir le pétrole. C'est ça la porte qui nous a amené cette découverte-là. On aurait pu se poser la question, mais s'il n'y avait pas de Timis, est-ce qu'il y aurait du pétrole? C'est-à-dire quelqu'un qui a accepté de sacrifier. Au départ, c'est un sacrifice, parce qu'au départ, c'est un truc à risque. Atepa lui-même le dit, qui était dans le métier d'une certaine manière. Il dit qu'il a, lui, investi quelque part des milliards, mais il a dû plier bagage au Niger. Je crois que ce qu'il nous faut, et moi, le danger que je vois dans cette affaire-là, je le répète, je ne me lasserai pas de le répéter. Et je convie l'opinion, surtout jeune, de revoir l'histoire de notre Afrique sur la question de ses ressources. Aujourd'hui, les Zaïre, ce qu'on appelait les Zaïre, le Congo, la République démocratique du Congo, aujourd'hui, est assise sur un trésor extraordinaire et elle ne peut pas avoir de la paix, de la stabilité pour l'exploiter. Et partout, aux coins, différents coins du pays, où il y a le cobalt, ou le manganèse, ou autre chose, on suscite de la guerre civile, des fractions armées.
Cela permet quoi? Comme en Sierra Leone avec les diamants, au Libéria avec les diamants. Entretenir des guerres civiles, mais en même temps exploiter à l'insu des populations le trésor. C'est ce qui passe aujourd'hui en Libye. Il n'y a pas d'État central. Qu'est-ce qui se passe? Les exploitants pétroliers pompent la richesse de la Libye. On a détruit l'Irak qui bénéficie de ces ressources. Le Soudan a été divisé en deux. Et c'est le sud, justement, petit pays. C'est là où il y a les richesses pétrolières les plus importantes.